Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Michel Blaise-Pascaud et je vais être l'animateur de ce débat d'experts. Les experts ont pris place face à vous. Soyez les bienvenus donc pour assister et participer à cet atelier consacré à l'entrée de l'immobilier d'habitation en assurance vie. L'assurance vie s'ouvre régulièrement à de nouvelles classes d'actifs. Avec l'immobilier résidentiel, les contrats disposent d'un nouvel élément de stabilisation à côté et en complément du fonds euro, sans bien sûr en offrir les mêmes avantages, dont la fameuse garantie en capital. Gros plan aujourd'hui sur le fonds Novaxia Air, premier fonds de recyclage de bureaux en logement, né de l'association partenariat entre Suravenir et Novaxia, expert reconnu du recyclage urbain depuis plus de 15 ans. Alors pour vous présenter aujourd'hui dans le cadre de cet atelier tout l'intérêt de ce fonds de location des clients, dans la location des clients, eh bien je vous présente tout de suite nos invités avec lesquels vous pourrez échanger comme je l'ai indiqué tout à l'heure, dans les 5 dernières minutes de cet atelier, à commencer par Bernard Lebras, qui va nous faire un petit signe de la main, président du directoire de Suravenir. À ses côtés, Dominique Collot, responsable marketing et communication de Suravenir. Joachim Hazan, président fondateur de Novaxia. Bonsoir. Mathilde Krieger, directrice générale de Novaxia Investissement. Bonsoir à tous. Merci à vous quatre d'être présents pour participer et animer cet atelier. Et je vais commencer par cette première question à deux voix pour vous, Joachim Hazan, et vous, Bernard Lebras. Et quelle est d'abord la genèse de ce partenariat dont on rappelle qu'il n'y a pas de lien capitalistique, et quelles sont les valeurs communes que vous partagez? Alors ce partenariat, il est récent, hein, puisqu'il a moins d'un an, même si Novaxia et Suravenir se connaissaient déjà auparavant. Suravenir est la filiale assurance vie du Crédit Mutuel Arkea, comme vous le savez sans doute. Le Crédit Mutuel Arkea est très engagé dans une démarche de raison d'être et de finances responsables. Et donc, lorsque il y a un certain nombre de mois, Joachim m'a appelé pour me dire on a une idée sur un nouveau fonds qui pourrait être une UC intéressante dans les contrats d'assurance vie. Et bien, on a évidemment très vite entamé la discussion. On a été très vite sur la mise en place du fonds, très vite sur le référencement grâce à Dominique et ses équipes, hein, puisque Suravenir a été le premier assureur à référencer Novaxia Air, en l'occurrence, parce que ce véhicule cochait pour nous, je dirais, toutes les cases de notre engagement sur l'immobilier et la finance responsable, avec des sujets auxquels les Bretons sont très sensibles. Hein. On voit disparaître des hectares, des dizaines d'hectares de terres agricoles chaque année. Là, on est sur un produit qui n'augmente pas l'artificialisation des sols. On est sur un produit qui diminue le coût en CO2 de la construction. Et puis, on est sur un produit qui bénéficie fort logiquement des labels ISR et Finansol. Donc j'allais dire tout de suite, il nous a évidemment paru évident que nous allions non seulement le référencer, mais le vendre, je vous donnerai les chiffres tout à l'heure, de façon très active. Et vous, Joachim Hazan, même question pour vous. En fait, tout ça commence parce que Bernard, il va être sur la photo avec une ministre. C'est comme ça que tout a commencé, c'est-à-dire qu'on a effectivement été voir la ministre du Logement, Madame Bargon, qui évidemment a pour objectif de favoriser le développement de logements en France, puisqu'on est face à une pénurie de logements. Et naturellement, on voit bien que les conséquences du télétravail, c'est qu'on a trop de bureaux. Et quand j'ai été voir en octobre-novembre 2020, Bernard, en lui disant écoute, on a une réflexion avec les pouvoirs publics, avec donc le ministère du Logement et également avec Bercy en la personne d'Olivia Grégoire qui a chaperonné les deux ministres ont chaperonné ce véhicule. D'ailleurs, elle a fait l'ouverture, Madame Grégoire a fait l'ouverture de Patrimonia ce matin avec une thématique sur l'économie sociale et solidaire. On voit bien que c'est un thème qui est d'une actualité très forte, et Bernard Lebras a tout de suite était le premier à dire oui. Il a été rejoint par 5 autres assureurs depuis, mais il a été le premier à y croire parce que je pense que c'est quelqu'un qui a toujours été pionnier sur la thématique immobilière et qui a senti, je pense qu'il y avait un momentum
particulièrement pertinent pour avoir une alternative au bureau, à un moment donné où le bureau questionne particulièrement. Et donc les valeurs, effectivement, qui nous ont rassemblés, c'est le fait d'arriver, je pense, à concilier une logique de performance économique et d'impact ou de performance sociétale. Et je pense que c'est aussi ce qui caractérise ce véhicule, c'est d'avoir à la fois une recherche de rentabilité, parce que s'il n'y a pas de performance, eh bien, on n'est pas dans l'objectif même de placer son épargne. Mais s'il n'y a pas d'impact, eh bien, c'est dénué de sens. Et je pense que c'est ça qui nous a rejoints, c'est cette recherche commune de trouver un nouveau véhicule qui soit capable de concilier ces deux approches du sens et de rentabilité, surtout à un moment donné où Novaxia est devenue entreprise à mission. Et je sais que dans les valeurs et dans le plan stratégique de Suravenir, il y a aussi une forte ambition autour de la thématique solidaire et environnementale. Et on voit bien que les deux approches, qu'elles soient environnementales ou solidaires, faire du bien à la planète ou faire du bien aux autres, si j'ose dire, c'est les deux caractéristiques de ce véhicule qui va lutter contre le mal logement et la pénurie de logement. Et donc c'était assez naturellement qu'on a convergé. Quand on partage les mêmes valeurs, c'est plus facile de se comprendre. Et le fait que Novaxia soit entreprise à mission, ça nous a évidemment frappé comment dirais-je, de l'intérêt, de la pertinence et de l'urgence qu'il fallait avoir à lancer un véhicule à un moment donné où le bureau questionne. On en parlera plus tard. Et donc Novaxia, qui est entreprise à mission, a un certain nombre d'engagements, dont le fait de ne pas artificialiser les sols, puisque tu le rappelais, Bernard, il disparaît l'équivalent d'un département français tous les 7-8 ans sous le jeu de l'urbanisation. Et donc la difficulté, c'était de comment est-ce qu'on comment on fabrique du logement, comment on subvient à cette pénurie de logement sans forcément participer à l'aggravation de la situation sur la bétonisation ou l'artificialisation des sols. Et c'est tout, je pense, le fil rouge qui nous anime lors de cette rencontre, il y a maintenant 1 an, qui a débouché sur le fonds R. Très bien. Un petit rappel peut-être avec vous, Bernard Lebras. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit plus sur l'importance de l'assurance vie en France? Qu'est-ce que ça représente? Est-ce que vous avez quelques données là-dessus? Alors, on le sait tous, l'assurance vie, c'est le placement préféré des Français. On doit être à peu près à 1800 milliards d'encours. L'année 2021 est une très bonne année pour l'assurance vie. Chez Suravenir, le principal moteur, c'est les CGP, et j'espère que vous tous dans la salle vous en profitez, devant la distribution Internet et devant la distribution bancaire. Le taux d'UC sur le marché, il est à 37%, plus haut niveau historique. Pour info, chez Suravenir, il est à 63%. Je dirais que dans les unités de compte, nous, on croit beaucoup au mandat. On a développé, au mandat d'arbitrage, on a développé une gamme conviction avec des thématiques, c'est-à-dire que l'axe principal de notre politique depuis 2-3 ans maintenant, et qui donne des résultats intéressants, c'est de donner du sens à l'épargne des clients, c'est-à-dire de plus seulement leur parler de leur profil prudent, équilibre, dynamique, de la performance à court terme de leur investissement, mais de donner du sens au travers notamment de mandats thématiques. Et c'est pour ça que les unités de compte immobilières prennent une place, je dirais, de plus en plus importante. Et encore une fois, Novaxia R est particulièrement dans cet esprit. C'est-à-dire que le discours que vous, CGP, pouvez tenir à vos clients, c'est justement de participer et d'être réellement impliqué dans la finance durable. Joachim Hazan, l'arrivée de l'immobilier résidentiel dans l'assurance vie, c'est une nouveauté. Pourquoi seulement maintenant? Est-ce que le marché n'était pas prêt? Est-ce qu'il n'était pas mûr pour ça? Alors c'est vrai que ça peut paraître curieux avec du recul, que sur les chiffres que vient de donner Bernard, 1800 milliards d'euros, c'est effectivement le stock de l'assurance vie. Et sur ces 1800 milliards d'euros, on avait environ 55 milliards d'euros d'unités de compte en immobilier. Et sur ces 55 milliards d'euros en unités de compte en immobilier, on avait 99,99% de cet encours en bureau.
Donc il y avait une absence totale. C'est-à-dire, quand on se retourne sur ce fait, c'est quand même interpellant. Pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas de logement en assurance vie avant l'entrée de Novaxia Air? Quand je dis pas ou quasiment pas, puisque peut-être ici et là il y a une initiative, mais les faits sont là. Sur les 55 milliards, le stock était d'une écrasante majorité de bureaux. Et là arrive, on va dire, moi ce que j'appelle un alignement de planètes entre trois grandes planètes. Il y a la planète du télétravail, il y a la planète de la pénurie de logements et il y a la planète de la prise de conscience écologique. Et donc, si je vous les fais visiter ces planètes une par une avant de vous démontrer qu'elles sont alignées, la première planète, donc c'est la planète du télétravail. Évidemment, on a, comme vous le savez tous, connu une crise sanitaire qui nous a tous fait finalement prendre conscience qu'on avait des outils pour télétravailler, que ça soit, j'imagine, vous, pour vos clients, que vous devez continuer à voir physiquement quand c'est possible ou souhaitable, mais peut-être de faire des réunions à distance aussi. On voit bien que les entreprises sont dans une phase de questionnement massif sur le recours au télétravail. Il y a eu plus de 2000 accords de télétravail signés depuis le début de l'année 2021. Et ces 2000 accords de télétravail, ils donnent en moyenne 2 jours par semaine sur le travail à distance pour les collaborateurs des entreprises. Donc on voit bien que massivement, le télétravail est venu. Pourtant, on avait cette capacité. Le télétravail n'a pas été inventé pendant le Covid. Et on s'est juste rendu compte qu'à partir du moment où on était forcé d'utiliser les outils technologiques en notre possession, eh bien, que ça marchait. Et donc, c'est devenu maintenant une norme. Et je pense que même pour les recrutements des entreprises, ça va devenir essentiel d'avoir une offre de télétravail pour pouvoir donner un confort aux collaborateurs. Donc première réaction, première planète, c'est la planète télétravail. Et la planète qui dit télétravail dit beaucoup de mètres carrés de bureaux et dit peut-être trop de mètres carrés de bureaux. Et de fait, une libération progressive d'un certain nombre de mètres carrés de bureaux. Et les instituts y vont de leur pronostic, mais ils convergent tous pour dire que, notamment, je peux citer l'IEIF, l'Institut d'épargne immobilière et foncière, qui lui estime entre 3 et 6 millions le nombre de mètres carrés de bureaux qui vont se retrouver vacants dans les prochaines années du fait du télétravail. Donc 3 à 6 millions de mètres carrés de bureaux, ça ne veut pas dire que le bureau n'existera plus, ça veut dire qu'on parle de 10 à 20% du parc de bureaux qui va se retrouver vacant. Ça, c'est donc le premier élément sur ce gisement de valeur de tous ces immeubles obsolètes. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de tous ces immeubles de bureaux qui sont vacants du fait du télétravail? Et ben, c'est une opportunité parce que de l'autre côté, on a une deuxième planète qui est celle de la pénurie de logements. Et on entend toujours les fameux chiffres de 500 000 logements qu'il faut fabriquer par an en France. Et sur ces 500 000, pré-Covid, on était à 400 000. Et depuis quelques mois, pour différentes raisons, la pénurie de logements s'aggrave puisqu'on est à moins maintenant de 350 000 logements fabriqués par an. Et donc, la pénurie s'aggrave. Donc, on a trop de bureaux, on n'a pas assez de logements. Et on a ce qu'on peut qualifier peut-être d'une prise de conscience ou d'une accélération des attentes des citoyens, des épargnants qui sont vos clients sur les thématiques environnementales et solidaires. C'était encore il y a quelques années, c'était une problématique essentiellement institutionnelle. Et je pense que cela a contaminé, dans le bon sens du terme, les attentes des clients, que ce soit évidemment les mandats thématiques de nos amis de Suravenir, que ce soit différentes façons d'exprimer cette attente de sens et de préoccupation environnementale et sociétale. On voit bien qu'il y a même des lois qui sont passées. Il y a une loi qui s'appelle la loi Climat et Résilience, qui est une loi qui va maintenant contraindre, qui va être contraignante et qui va demander à certains nombres, aux acteurs de l'immobilier de se réformer pour ne plus construire sur des forêts et des terres agricoles. Et il y a des chiffres très précis dans cette loi qui a été votée. Ce n'est pas une anticipation, c'est tout simplement une loi qui est entrée en vigueur, qui a été promulguée et qui impose une réduction par 2 de l'artificialisation des sols dans les prochaines années et tout simplement aucune artificialisation des sols à horizon 2050. Donc on voit bien que la convergence de ces 3 paramètres, plus peut-être évidemment un clin d'œil au fonds en euros, au fait que les clients sont à la recherche d'alternatives à l'érosion progressive des fonds en euros qui vont progressivement converger vers forcément les rentabilités du livret A. On voit bien que ces 4 paramètres,
trop de bureaux, pas assez de logements, prise de conscience écologique et des taux très bas, avec des recherches aussi de thématiques pour être le relais de ces investissements. On voit bien que tout ça concourt à faire en sorte que ça soit maintenant que cette thématique se développe. Et j'ai été invité il y a quelques jours au ministère du Logement, justement, pour porter des nouvelles idées sur une table ronde qu'a lancée la ministre sur Habiter la France de demain. Et le consensus de place, c'est que le recyclage de bureaux en logement va être multiplié par 4 dans les prochaines années, puisqu'on voit que le chiffre, c'est de l'ordre de 5000 m², les bureaux qui sont transformés en logement chaque année depuis quelques années. Nous, chez Novaxia, ça fait 15 ans qu'on porte ce sujet. Et le consensus de place estime à 20 000 m², 20 000 logements, le nombre de logements qui seront fabriqués par la transformation de bureaux en logements, qui a des vertus écologiques et qui résout la quadrature du cercle, fabriquer plus de logements en ayant une empreinte environnementale plus faible. Et c'est là où c'est, je pense, toute la beauté de la démarche, c'est d'arriver à régler un problème qui est en apparence contradictoire, mais construire plus sous aussi toute la série des attentes des citoyens, parce que la loi climat et résilience, elle est le fruit des citoyens, qui sont aussi des épargnants. Le fait, en dernier point, que cette thématique, elle est donc très attendue par les populations, par les élus, par les collectivités, par les maires de grandes villes, qui maintenant ne veulent plus ou veulent moins qu'on construise et qu'on transforme. Dominique Collot, en quoi est-ce que c'est intéressant de référencer l'immobilier résidentiel dans des contrats d'assurance vie ? Parlez bien près du micro. Près du micro. Voilà, on vous entend. Il y a plusieurs raisons à ça. Et la première, c'est évidemment la diversification. Puisque Bernard l'a rappelé, il y a de plus en plus d'unités de compte et notamment d'immobilier d'ailleurs dans les allocations des clients. Mais quand on parle d'immobilier, et Joachim le rappelait à l'instant, on parle essentiellement d'immobilier de bureaux. Donc aujourd'hui, voir apparaître l'immobilier résidentiel, pour nous, c'est une opportunité, puisque nous savons bien que plus la location est diversifiée et plus on répartit les risques. Et l'immobilier résidentiel ne devrait pas subir les mêmes crises que l'immobilier de bureau, par exemple. Donc ça, c'est la première raison, c'est la diversification. Les 3 suivantes ne sont pas des raisons qui sont liées spécifiquement à l'immobilier résidentiel, mais à l'immobilier tout court. C'est l'accessibilité, puisque le client peut investir via son contrat d'assurance vie dans l'immobilier sans avoir à débourser des sommes exorbitantes, puisqu'il peut y accéder à partir du minimum du contrat. Et dans un contrat grand public, on peut accéder à partir de 300 €, voire même 100 €. Donc c'est très très accessible. La 3e raison, c'est la liquidité. Puisque la liquidité est dans ce cas-là portée par l'assureur et le client n'est donc pas soumis aux règles d'offre et de la demande. Il peut entrer et sortir sur ce type de fonds sans problème. Et la dernière raison, c'est bien entendu la fiscalité de l'assurance vie, mais ça, je ne vais pas y revenir. Il y a une raison, ça fera 5 en fait, ça ne fera pas 4, parce que c'est une thématique qui parle à tout le monde. Et je lisais quelque part que 60% des épargnants accordaient une importance vraiment importante à l'investissement en ESG, voire même plus encore, qui trouvaient que c'était vraiment primordial. Donc c'est en ce sens que Novaxia Air a toute sa place dans nos contrats d'assurance vie. Alors Bernard Lebras, Dominique Collot nous dit c'est des thématiques qui touchent tout le monde. Si on creuse un petit peu sur la quête de sens, si j'ose dire, des assurés, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette recherche de sens des assurés à travers leurs investissements ? Alors en fait, je le disais un petit peu tout à l'heure, il y a vraiment un engagement fort de la part de Suravenir dans la finance responsable. Alors ça se traduit par tout un tas de choses, l'exclusion de certains secteurs d'investissement comme le charbon par exemple. C'est un exemple. C'est aussi la mise en place
chez Suravenir d'une orientation de nos gammes et de nos référencements très clairement vers la finance responsable, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne référencera plus une société de gestion qui n'a pas une politique très claire en matière d'ESG, et on ne référencera plus, sauf peut-être quelques rares exceptions, des fonds qui ne sont pas encore labellisés ou qui sont peut-être en cours de labellisation. Donc c'est un axe majeur de notre plan stratégique, hein, qui s'est traduit, comme je le disais tout à l'heure, par le lancement de la gamme Conviction, c'est-à-dire qu'on parle aux clients vraiment de donner du sens à son épargne. Et on s'est aperçu dans la période un peu tourmentée du premier semestre 2010, où la bourse a beaucoup bougé, que les clients qui étaient en mandat d'arbitrage Conviction n'ont absolument pas bougé. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on choisit développement durable, économie du vieillissement, enfin, pour vous donner quelques exemples, ce n'est pas un choix qu'on fait pour 15 jours, c'est un choix qu'on fait pour son épargne sur une durée longue. Et on y reste fidèle. Et puis, ne pas oublier quand même, c'est que on n'oppose surtout pas, j'allais dire, cet engagement responsable avec la performance financière. Qui m'a évoqué le fonds euro, c'est pas un scoop, la tendance ne va pas être à la remontée des taux. Ça veut dire qu'effectivement, il faut aller chercher ailleurs du rendement, et les performances de nos mandats, en l'occurrence, sont tout à fait à la hauteur des promesses, en fait. Donc voilà, c'est encore une fois cet engagement finance durable de Suravenir, donner du sens à l'épargne de nos clients et continuer de leur délivrer de la performance. Très bien. Je vais donner la parole dans un instant à Mathilde Krieger, mais avant, encore une question pour vous, Dominique. Comment, dans cette forêt, si j'ose dire, d'offres responsables, les clients font pour se repérer ? Alors, on en parlait à l'instant, il y a une vraie accélération actuellement de la finance responsable. Alors, nous, on pense que c'est une véritable opportunité, puisque ça a amené les sociétés de gestion, notamment, à faire beaucoup d'efforts dans la labellisation de leurs fonds, dans le fait de les intégrer dans des catégories 8 ou 9 de disclosure. Donc, pour nous, c'est une vraie opportunité puisqu'on apporte plus de transparence et on a surtout une offre qui est beaucoup plus large. Notamment, les fonds solidaires. Les fonds solidaires collectent beaucoup plus. On avait plus de 30% de collecte en plus sur des fonds solidaires en 2020 par rapport à 2019. Donc, on voit que c'est un vrai engouement. Donc voilà, les labels, les articles 8 et 9, et puis toute la pédagogie que nous, acteurs de la finance, on peut réaliser autour de ces thématiques. Et on peut dire, comme le disait tout à l'heure Joachim Hazan, que Novaxia coche toutes les cases, n'est-ce pas, Mathilde Krieger ? Et pourquoi justement Novaxia coche toutes les cases ? Et comment est-ce qu'on fait, au fond, pour concilier sens et rentabilité ? Alors, effectivement, cocher toutes les cases, c'est en fait d'aller chercher à la fois de la performance et des critères extra-financiers. Il y a deux sources de performance, en fait, avec Novaxia R. C'est le R de recyclage, de résidentiel. Et puis, il y a ça, c'est la performance, on va dire, financière. Et après, il y a toute la performance extra-financière. Et là, c'est le R de responsable. Et puis même, on pourrait aller un peu plus loin, solidaire. Alors, la partie, comment on va aller chercher de concilier le sens et la rentabilité, comment on va chercher la rentabilité sur Novaxia R, par le fait de transformer des actifs immobiliers, donc on va acheter des bureaux vides ou obsolètes et les transformer en logements. Et on vous montrera peut-être tout à l'heure parler d'un exemple concret pour aller chercher la performance, et c'est par ce recyclage urbain. Alors, on a même sur Novaxia R, on va aller même un peu plus loin, puisqu'on fait du recyclage urbain
à la fois à court terme, donc des actifs immobiliers aujourd'hui qui sont vides et les bureaux victimes du télétravail ou même de l'obsolescence du parc de bureaux, hein, parce qu'un parc de bureaux aujourd'hui, rien qu'en Île-de-France, 50% du parc du bureau a plus de 30 ans. Alors c'est très jeune pour nous, même 40 ans c'est très jeune. Pour un bureau, malheureusement, c'est déjà un bureau qui est bien rincé, sur lequel on va pouvoir faire cette phase de transformation à plus court terme. Et puis on a un deuxième moyen aussi d'aller, parce que on est sur un fonds qui est en assurance vie, donc il faut une valeur liquidative d'ailleurs qui est hebdomadaire et qui soit la plus linéaire dans le temps, c'est d'aller chercher des actifs immobiliers qui sont aujourd'hui loués, donc on va recevoir les loyers et avec une réversibilité au terme du bail. Donc on va dans Novaxiaer avoir ces deux poches pour aller chercher du recyclage urbain à court terme et à plus long terme. Donc ça, c'est ce qui permet d'aller faire la performance financière et l'objectif de performance de Novaxiaer est de 5%. Et toute la performance extra-financière, et Dominique et Bernard en parlaient, c'est l'investissement à impact. Et je voyais le baromètre aussi des CGP. 76% des clients aujourd'hui sont à la recherche de produits à impact. Je vois que les assureurs, maintenant, ça devient chez vous un critère indispensable de référencement dans les offres, mais parce qu'il y a aussi une demande de marché. Et Novaxiaer est responsable à la fois avec, donc on s'est prouvé par un label d'État, hein, le label ISR, qui donne ce côté environnemental. Ça, c'est tout simplement la stratégie d'investissement. Quand vous faites du recyclage urbain, notre stratégie, c'est de ne pas artificialiser les sols pour être en écho avec la loi climat et résilience évoquée par Joachim, donc de ne pas construire sur les terres vertes, sur les terres agricoles. C'est toute cette partie d'abord environnementale, et ensuite la partie solidaire, donc là qui est validée par le label Finansol, c'est à la fois de créer du logement, c'est une notion qui est extrêmement importante, et c'est comme ça aussi qu'on s'était retrouvés avec cet échange avec nous tous et Emmanuel Vargon. Mais c'est également une dimension, on a voulu donner aussi une dimension plus solidaire, parce que quand on a un actif immobilier que l'on va transformer, donc il y a toute une période où vous allez travailler avec les architectes, déposer le permis de construire. Aujourd'hui, on pilote chez Novaxia investissement 50 opérations. Il faut à peu près 12 mois pour obtenir les validations administratives. Pendant cette période, on pourrait très bien fermer l'immeuble, attendre que quelque chose se passe, le gardienner. On préfère le mettre à disposition d'associations, de collectifs d'artistes. Un exemple concret, par exemple, aujourd'hui, dans Novaxiaer, on a acheté un atelier dans le 20e arrondissement de Paris qui va être mis à disposition avant la phase de travaux qui ne commencera pas avant l'été prochain à l'Armée du Salut, qui va venir faire de la distribution alimentaire ou accueillir des familles pour de l'hébergement. Donc, on va, et je vous invite d'ailleurs à aller venir sur notre stand, parce qu'on accueille aussi quelques occupants temporaires de nos actifs immobiliers qui sont là plutôt des street artistes qui peuvent vous personnaliser certains objets personnels si vous le souhaitez. Donc voilà, c'est cette dimension qui permet d'aller à la fois concilier le sens et bien sûr, parce que vos clients restent toujours quand même à la recherche de performance et d'aller chercher de la performance. Encore deux questions avant de passer aux vôtres dans le public, je le rappelle. Deux questions, et notamment celle-ci pour vous, Mathilde. C'est peut-être un petit peu trop tôt, mais malgré tout, quel bilan faites-vous après 6 mois de commercialisation ? Alors, 6 mois de commercialisation, effectivement, le fonds a été lancé et donc sur Avenir ont été les premiers à lancer le véhicule. 6 mois, c'est 100 millions d'euros de collecte. Ce sont des investissements parce que c'est le plus important, hein, c'est d'investir la collecte. Et aujourd'hui, 100% de la collecte est investie sur des opérations. Aujourd'hui, on a 4 opérations, dont une. On peut vous donner peut-être un exemple d'opération. Peut-être Joachim, oui, si tu veux parler de Rueil, par exemple. Oui, effectivement, la grande question, c'est collecter, c'est bien, mais encore faut-il investir les fonds collectés. Et peut-être, et justement, en ce moment, ce qui est formidable, c'est que autant tout le monde s'arrache les actifs sécurisés avec des loyers 12 ans ferme, et tous les acteurs, on va dire, de la place qui cherchent du rendement vont se positionner sur les actifs loués long terme. Nous, précisément, on cherche peut-être ce que les autres cherchent moins, c'est-à-dire des actifs qui sont vides ou bien dont la fin du bail est proche. Forcément, parce que le but, c'est de les transformer en logements et de les avoir achetés en bureaux quand ils étaient effectivement en mauvais état et vacants. C'est forcément une décote à l'acquisition qui est plus forte que d'acheter des immeubles qui sont loués sur un bail de 12 ans ferme à une société qui n'est pas une compagnie aérienne ou bien une boîte dans l'événementiel. Effectivement, en ce moment, c'est un peu moins recherché par les investisseurs, mais je dirais qu'il y a forcément une
un empressement ou une recherche de se positionner sur des actifs loués long terme. Et donc, typiquement, l'exemple que je voulais vous faire vivre sur ce fonds Novaxia Air, c'est un immeuble qu'on a acheté à Rueil-Malmaison. Alors, pour ceux qui ne sont pas parisiens, alors il n'y a pas que Paris dans la vie, et puis le fonds n'est pas positionné que sur l'Île-de-France, puisqu'il est positionné sur les plus grandes métropoles régionales, à commencer par Lyon et d'autres grandes villes françaises. On aura peut-être l'occasion d'en redire un mot, mais donc je vous fais vivre un exemple qui est en Île-de-France, qui est à Rueil-Malmaison, donc une ville dans le département du 92, qui est une ville qui est, on va dire, dans le giron dans le giron direct de la Défense, et qui est d'une ville qui a des prix du mètre carré du logement de l'ordre de 7 500 € du mètre carré, et des prix du mètre carré du bureau, compte tenu du fait qu'il y a de la vacance qui est très forte à la Défense. En ce moment, les immeubles, les tours à la Défense souffrent d'une vacance très forte, aggravée, si vous voulez, d'un montant de nouveaux projets initiés dans les années 2018-2019 qui sont en livraison. Donc on a à la fois moins de demandes, plus d'offres, ce qui va avoir pour conséquence de faire augmenter le taux de vacances et d'augmenter le taux de vacances de la Défense. Or, la Défense, Rueil, est un marché de report de la Défense. Donc quand ça va bien à la Défense et que les prix de la Défense sont très élevés, eh bien, les entreprises, souvent pour des back-office, vont aller chercher du Rueil ou du Nanterre pour être dans des prix qui sont un peu en dessous de la Défense. Mais quand la Défense baisse les prix, puisqu'il y a de la vacance, forcément, eh bien, en second rideau, par voie de conséquence, une ville comme Nanterre est emmenée dans cette baisse, et une ville comme Rueil, qui est en troisième rideau par rapport à une ville, donc il y a la Défense, ensuite Nanterre comme ville de report, et enfin seulement Rueil. Et donc là, on voit bien qu'il y a une sanction sur les valeurs de bureaux de Rueil, puisqu'on a acheté ces bureaux dans le fonds Novaxia Air sur une base de prix métrique à l'ordre de 2 500 € du mètre carré. 2 500 € du mètre carré. On va faire des gros travaux. On va obtenir une autorisation administrative de changer l'usage, mais ça tombe bien puisque les pouvoirs publics et les citoyens, l'ère du temps est à la transformation en logement. L'ère du temps est au fait de ne pas bétonner, de ne pas artificialiser des sols. Donc quand on transforme un bâtiment et qu'on évite d'artificialiser des sols, ben forcément on a des aides des pouvoirs publics et un soutien des élus qui est très fort. Et donc on voit bien que la conversion, alors il n'y a rien de magique, il y a tout simplement un peu de travail entre les deux quand même, mais le fait d'acheter des bureaux à 2 500 € du mètre carré, de rajouter à peu près la même chose en travaux, on va aboutir à un prix de revient de l'ordre de 5 000 € du mètre carré, sur un prix de sortie du marché de l'ordre de 7 500 € du mètre carré en logement. Et donc, toute l'idée, c'est d'acheter ces bureaux décotés et de les rénover, de les transformer en logement. Mmh. Allez, il nous reste encore 10 minutes à passer ensemble. On vient de faire le bilan côté Novaxia. Côté Suravenir, Bernard Lebras, quel bilan vous faites après 6 mois d'ouverture de l'offre chez Suravenir et quelles perspectives vous anticipez ? Alors, je dirais qu'on est très content. Je ne sais plus exactement à quelle date Novaxia Air a eu son visa. C'était en février, je crois. 28 mars. Bon, on l'a lancé et référencé dans la plupart des contrats de Suravenir dans les jours qui ont suivi, et y compris dans les contrats les plus accessibles. Sur les 100 millions que citait Mathilde, on doit être... j'allais dire à date, chiffre d'aujourd'hui, à 60 millions de collectes chez Suravenir, qui se répartissent à peu près en 3 tiers, les réseaux bancaires, Crédit Mutuel de Bretagne, puisque le fonds est accessible dans les contrats grand public des réseaux bancaires, vous, les CGP, au travers de Biplus, puisque le fonds est évidemment référencé dans tous les contrats de la gamme Vie+, et puis nos partenaires Internet qui y contribuent également, et pour le 3e tiers, donc en l'occurrence. Et on constate effectivement que le rythme reste extrêmement soutenu. Il a plutôt tendance à s'accélérer, et je suis convaincu qu'on dépassera assez rapidement les 100 millions uniquement chez Suravenir, et que les performances du fonds nous aideront à faire encore mieux l'année prochaine.
Parfait. On va prolonger la discussion, si vous le voulez bien, à l'aide de vos questions. Dans la salle, n'hésitez pas à vous manifester et vous rapprocher des micros qui sont de part et d'autre de la salle. Si vous avez des questions, des commentaires, des précisions à demander et lancer la discussion avec nos intervenants, n'hésitez pas à vous manifester, à vous rapprocher des micros. Oui, allez-y, monsieur. Bonjour, présentez-vous. Bonjour, Nicolas Lhuillier, CGP. Une petite question sur le rendement cible que vous annoncez, qui est très élevé pour une UCI immobilière, puisque la plupart des autres supports, c'est plutôt autour de 4%. Qu'est-ce qui vous permet d'imaginer faire sensiblement mieux que les UC actuellement commercialisés dans les contrats d'assurance vie ? Joachim Mazan. Plusieurs sujets. Merci beaucoup pour votre question. Elle permet d'alimenter le débat. Alors, effectivement, on vise 5%. Et à date, dans les 5 premiers mois, le fonds a sorti son premier reporting au 31 juillet. Et il a donc une performance de 2,31%. Et on est à 3% à date. À aujourd'hui, donc on est à 3%. Donc en 6 mois, depuis donc le lancement fin mars, on est à 3%. Donc on est en ligne avec l'espérance, évidemment, avec une astérix. Évidemment, il n'y a aucune garantie de performance. Il y a en tout cas la garantie de tout faire pour atteindre ce rendement. Donc on est sur déjà premier effet complètement en ligne avec l'espérance, puisqu'on est plutôt un peu au-dessus de la tendance si on annualise la performance à date. Alors comment on fait ça ? Mathilde l'a un peu développé tout à l'heure. 2 options, 2 moteurs de performance. La première, le loyer. Comme on achète des baux qui sont en fin de vie, on achète des actifs que les autres ne veulent pas. Et l'actif de Rueil, je prolonge l'exemple, on l'a acquis auprès d'une SCPI. Alors moi, je n'ai pas du tout, comment dirais-je, de difficultés avec les SCPI. Elles ont de beaux jours devant elles, celles qui sont sur le bureau, mais elles auront malgré tout un taux d'obsolescence sur un certain nombre d'actifs qui vont faire qu'elles vont arbitrer un certain nombre de véhicules puisqu'elles ne peuvent pas réaliser un certain nombre d'actifs, parce qu'elles ne peuvent pas réaliser elles-mêmes les travaux de transformation. Et donc elles sont amenées à céder les actifs qui ne sont pas producteurs de revenus ou bien qui ont des baux qui arrivent à l'échéance. Et l'actif donc de Rueil s'est acheté à une SCPI de la place qui se disait mais alors moi je vais avoir bientôt plus de rendement, je vais le vendre. Et donc la performance chez Novaxiaire, elle nous permet d'acquérir des actifs de l'ordre de autour de 7% de rentabilité. Le fonds va avoir environ 40% de levier. Donc dans le prospectus, on peut aller jusqu'à maximum, c'est un fonds grand public, donc le levier est plafonné à 40%. Et donc par le jeu de cette acquisition, d'avoir un flux de loyer les 2 ou 3 premières années de l'immeuble de bureau pour certains actifs qui sont loués, et par le fait d'acquérir non pas de logements finis, si on achetait du logement qui était déjà fini, qui était déjà fabriqué, et qu'on l'achetait à un promoteur, eh bien on le paierait plus cher le logement, et donc on aurait un rendement plus faible. Mais comme on le fabrique, eh bien, la décote d'acquisition, qui est de l'ordre de 20 à 25%, elle se retrouve dans la performance du véhicule. Et c'est la deuxième jambe, donc première jambe du loyer, deuxième jambe de la création de valeur issue de la transformation, et elle provient de la décote de l'actif qu'on va acheter pour ensuite le transformer et le valoriser en lieu et place d'un bureau vide, avec une expertise de bureau vide, ce sera une expertise sur des logements neufs. Et c'est comme ça qu'on peut créer de la valeur à travers ces 2 moteurs de performance, loyer et plus-value. C'est clair pour nous. On a encore le temps de prendre 1-2 questions, 2 réflexions, 2 remarques dans le public. N'hésitez pas à vous manifester de part et d'autre des allées pour poser vos questions au micro directement. Oui. Monsieur, prends le chemin du micro. Et oui, on n'a pas de test, hein. Oui, raison sanitaire oblige. On vous fait un peu travailler. Oui. Bonjour monsieur, présentez-vous. Bonjour, Bernard Cuchet, CGP. Ces logements, une fois construits, sont-ils conservés ou revendus ? Alors, ces logements, une fois construits, ils sont cédés. Ils sont cédés tant que le marché sera extrêmement porteur. Ils pourraient être conservés. Là-dessus, il y a les deux options sont tout à fait possibles. Mais la tendance actuelle, compte tenu de l'appétit des investisseurs institutionnels, parce que ce qu'on disait sur les contrats d'assurance vie, c'est aussi vrai des institutionnels, compte tenu de l'appétit des investisseurs institutionnels à acheter de l'immobilier de logement en bloc,
Aujourd'hui, on peut revendre les logements en bloc à un prix qui nous permet de réaliser une plus-value, de faire tourner, je dirais, le portefeuille d'actifs, de fabriquer plus de logements, puisque le but de ce fonds, c'est comme un fonds à impact, c'est un fonds qui est labellisé, et son but, c'est de fabriquer des logements. On s'est fixé comme ambition de fabriquer 4000 logements dans ce véhicule, issu de la transformation de bureaux en logements. Et donc, tant que la conjoncture sera favorable pour nos investisseurs, ou pour vos investisseurs, si j'ose dire, on aura toujours envie de les vendre. Maintenant, si la conjoncture devait évoluer, on pourra les louer. Mais je vous réponds donc clairement, pour l'instant, on les vend. Vous nous avez cité tout à l'heure l'exemple de l'opération Monet-Rueil Même Maison. Est-ce que vous avez d'autres exemples de grandes métropoles où vous intervenez? Alors, on a acheté donc, je prends un exemple à Paris dans le 20e arrondissement, rue Planchat, là où on a lancé le véhicule avec la ministre du Logement. C'était un bâtiment Paris 20e, des anciens ateliers qui étaient sur 2 étages. Et dans le cadre de la loi Elan, on avait un bonus de constructibilité quand on transforme des bureaux en logements. On a rajouté 3 niveaux de logement. Et donc, ça veut dire qu'en lieu et place d'un immeuble de bureau de 2 étages, nous avons fabriqué un immeuble de logement de 5 étages, 50 logements familiaux qui sont aujourd'hui habités et livrés à des familles. Donc ça, c'est à Paris dans le 20e, là où le prix du logement est très au-dessus du prix du bureau, parce que là encore, les entreprises et le prix du mètre carré de bureau, il est en baisse à Paris dans le 20e arrondissement, et le mètre carré du logement est très au-dessus. Donc là, dès qu'il y a une décote, nous, notre méthodologie, c'est de superposer le prix des bureaux, la carte des prix des bureaux, la carte des prix des logements, et de voir dans quelle zone il y a un différentiel qui permet d'absorber le différentiel de travaux et créer de la valeur. Des villes comme Saint-Ouen, des villes comme Cergy-Pontoise, des villes comme Mathilde aide-moi. Clichy, alors évidemment, Clichy, une commune où on a plus de 1000 logements en cours de fabrication, puisque Clichy, c'est une commune où le tertiaire est beaucoup moins recherché pour des raisons que j'ai déjà exposées, et où le prix du mètre carré du logement avoisine les 8 000 € du mètre carré. Donc là encore, on a une zone d'intervention très propice à Clichy. On parlait de Villeurbanne aussi tout à l'heure. Alors effectivement, merci Bernard de me rappeler qu'on n'est pas juste parisien ou francilien. C'est que le modèle, il marche dans toutes les zones tendues, dans toutes les zones où il y a du bureau. Et donc, Brest, on arrive, mais on n'est pas encore tout de suite dans le premier cercle des opportunités. Mais on va dire qu'il y a Bordeaux, sur lequel on a des opérations. On a des opérations qui sont à Nantes, à Toulouse, des opérations à Villeurbanne, très juste. On a une opération là, une clinique qui a été acquise à Villeurbanne. Là aussi, la clinique se prête bien à une transformation en logement, parce que c'est déjà un endroit où il y avait des lits, donc la transformation est assez évidente. Et comme il y a une très forte concentration dans le domaine médical des cliniques, où il faut une taille critique importante, il y a un certain nombre de cliniques qui se retrouvent vides. Alors c'est encore une autre thématique, mais on est bien dans le champ du tertiaire et du changement d'usage. Et donc à Villeurbanne, pareil, mairie, le Grand Lyon, pour ceux qui sont évidemment des locaux de l'étape, Lyon est une ville qui est relativement, qui a changé de majorité politique et qui prône de plus en plus la démarche écologique et environnementale. Et justement, c'est complètement dans les attentes des pouvoirs publics locaux, donc dans la métropole du Grand Lyon, de fabriquer des logements de manière écologique. Merci. Monsieur, une nouvelle question. Bonjour, présentez-vous. Olivier Cagnon, CGP. Est-ce que vous avez un goulot d'étranglement plutôt? C'est-à-dire que Monsieur Lebras, il dit 100 millions l'an prochain, pas de problème. Si on a 3 ou 4 assureurs qui disent ça fait 400 millions par an. Juste, question, je ne suis pas un spécialiste de la fabrication immobilière. Est-ce que vous pourrez suivre? Est-ce que ça correspond à une tendance de fond, etc. Mais est-ce que vous pourrez suivre? Et où serait votre limite? S'il y en a une, est-ce que c'est la revente? Est-ce que c'est la fabrication? Est-ce que c'est quoi que ce soit? Merci, monsieur. Alors, le sujet, c'est toujours pareil. Quand on gère des fonds, le plus compliqué, c'est la synchronisation actif-passif. Donc, c'est être au rendez-vous de la collecte. Et si on a de la collecte qui dort, c'est terrible parce que ce n'est pas de la performance. Donc, avant de monter le véhicule, on a étudié
évidemment ce qu'on appelle le pipe de projet ou le carnet de projets potentiels. On en a parlé avec les assureurs. Et votre question, elle est parfaitement légitime et elle nous a été posée à plusieurs reprises avant d'en arriver là. Et donc, je dirais que la profondeur de marché, elle est multipliée par 4, naturellement, puisque il y a de plus en plus de bureaux qui sont vacants. Je vous donne donc peut-être, je reviens sur les 2-3 chiffres que j'avais donnés. On estime si le télétravail est pérennisé ne serait-ce que 1 à 2 jours par semaine, sur la moitié des entreprises, c'est 6 millions de mètres carrés qui vont être obsolètes ou vacants dans des zones de tertiaire. Et donc 6 millions de mètres carrés, ça fait beaucoup de logements, puisque on va dire qu'un logement moyen, c'est de l'ordre de 70 mètres carrés. Donc ça fait, je sais pas combien, ça fait 6 millions divisé par 60, ça fait quelque chose comme... 180 000 ou... Voilà, il y a 180 000, un marché potentiel de 180 000 logements, donc c'est énorme. Alors ça ne veut pas dire qu'on en fera 180 000 par an, ça c'est un potentiel qui est échelonné sur plusieurs années, puisque à nouveau, les baux qui arrivent à échéance, aujourd'hui on travaille sur la matière des immeubles qui sont déjà vacants depuis plus de 4 ans, dont le propriétaire se dit je vais les vendre. Mais l'arrivée des bureaux qui vont être vacants, ça sera à l'échéance des baux. Et donc ce montant, ce stock de potentiel, il est très élevé et on estime que c'est plusieurs milliards d'euros qui sont potentiellement investissables sur cette thématique. Alors ce n'est pas 50 milliards d'euros, mais ce n'est pas les ambitions qu'on a sur ce véhicule, parce que ce véhicule, il ambitionne de lever 1 milliard d'euros sur les 3 prochaines années. Une ultime question ou réaction avant de conclure? Pas d'autres réactions. Vos applaudissements pour nos 4 experts. Merci à vous pour toutes ces précisions. Merci de votre attention. Et pour la suite, n'hésitez pas à vous rendre sur le site pendant toute la durée de Patrimonia, le stand Novaxia sur Avenir situé J comme Joachim 48. Merci de votre attention et bon début de soirée à tous.